Et votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Agnès Verdier-Molinier. Bonjour. Bonjour David. Merci d'être là. Directrice de l'IFRAP. Alors, vous avez vu, l'INSEE nous sort les chiffres de croissance pour 2017, donc c'est tout chaud. Et bien c'est vraiment, ça y est, on a enfin passé la barre des 2%. On pensait qu'on serait 1,9%. Bon, vous me direz, c'est l'épaisseur du trait, mais quand même, 2% de croissance, on n'a pas vu ça depuis, ça nous ramène à 2011. C'est ça. Qu'est-ce qui est intéressant? Les 0,6% de croissance du quatrième trimestre sont confirmés. Et en même temps, donc ça accélère. On voit que ça accélère encore sur la fin 2017, avec un peu moins de consommation. D'ailleurs, on a eu aussi les chiffres de la consommation en produits manufacturiers sur janvier, ce matin, qui montrent une décélération, et un peu plus d'investissement des entreprises. Ça vous paraît sain, ça vous paraît durable, ces chiffres? On va voir. On va voir. Les prévisions après pour les prochaines années sont autour de 1,8, 1,7, 1,9. On plafonne. Ça sera peut-être 2% la meilleure année de croissance on espère. sur les 2 prochaines années. C'est ce qui est prévu. Après, on espère que ça va se maintenir et tout l'objectif de faire des réformes, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui pour parler des réformes, notamment de la réforme de la SNCF, c'est d'accélérer cette croissance, c'est de permettre que toutes les réformes possibles sur la fiscalité, sur la réorganisation des services publics, permettent de gagner des points de croissance en plus, de gagner de la création d'emplois, notamment marchands, supplémentaires. C'est là que le gouvernement va ou non réussir son pari d'augmenter aussi la croissance potentielle, qui est toujours assez faible en France. Et si on augmente cette croissance potentielle, on recrée... On n'est pas à 2%, vous le savez très bien, Agnès Verdier, la croissance potentielle en France. C'est compliqué de la mesurer, il faut avoir fait Bac plus 12, mais on est à peu près à 1,5% de croissance. Donc quand on fait 2, on est au-dessus du potentiel. On est au-dessus. Et justement, tout l'objectif de faire ces réformes pendant ce quinquennat, c'est d'aller chercher des points de croissance potentielle avec les dents, comme disait Jean-François qui permettent derrière de créer de l'emploi, parce que le sujet numéro 1, c'est aussi, bien sûr, faire baisser durablement le chômage. Ouais, juste, c'était pas prévu qu'on en parle, mais puisqu'on parlait du taux de chômage, les chiffres INSEE qui ont été publiés, j'étais en vacances à ce moment-là, mais comme tout le monde, j'étais vraiment surpris. On a eu une baisse, l'INSEE nous a dit, une baisse de 0,7 points. Je crois on est passé de 9,6 à 8,9% de taux de chomage. Ça vous a surpris, vous aussi, cette ampleur de la baisse? Alors, ce sont les chiffres pour le dernier trimestre 2017. Ce sont des chiffres qui disent qu'en fait, il y a une baisse sur les derniers trimestres d'environ 200 000 demandeurs d'emploi en moins. Alors, il y a le halo du chômage qui augmente. Il faut expliquer le halo du chômage. C'est en gros des personnes qui ne recherchent pas vraiment d'emploi, mais qui, en réalité, sont quand même potentiellement à la recherche d'emploi. C'est un peu compliqué à expliquer, mais on est autour de 1,5 million de personnes qui ne recherchent pas, mais qui sont autour du chômage. Donc, si on fait la somme... Alors, le problème, c'est que pendant que ceux qui finalement, les demandeurs d'emploi, ça baisse de 200 000, mais de l'autre côté, au niveau du halo du chômage, ça augmente à peu près de un peu plus de 70 000. Dans ce halo du chômage, il y a des gens qui qui ont déjà un emploi, mais qui voudraient travailler plus. Qui ont déjà un emploi, mais qui voudraient un autre emploi, qui voudraient travailler plus. Enfin, voilà. Dans d'autres pays, le halo du chômage est quand même plus faible. La question, c'est est-ce que ces chiffres vont être pérennisés ou à un moment, est-ce que l'INSEE reviendra sur ces chiffres? On ne sait pas trop. On attend avec impatience la prochaine livraison aussi Pôle emploi, parce que vous savez que maintenant, on est trimestriel, tous les 3 mois. Ce qui est mieux d'ailleurs. Ça évite d'avoir à commenter un chiffre qui est très volatile. Mais c'est aussi un bon indicateur, même si certains disent que c'est mieux de regarder les chiffres de l'INSEE, d'autres préfèrent les chiffres de Pôle emploi. Enfin, Pôle emploi, ça donne quand même une bonne indication sur les catégories A. Donc, attendons les prochains chiffres. Sur 2017, on clôt le sujet, mais si on regarde les catégories A, B, C de Pôle emploi, il y a une hausse, encore une fois, des demandeurs d'emploi. Il n'y a pas de baisse, encore une fois. Il n'y a pas d'inversion sur les... De toute façon, une véritable inversion de la courbe du chômage, c'est compliqué. Une véritable baisse pérenne, c'est difficile à obtenir. Tous les commentateurs sur ce sujet sont extrêmement prudents sur les chiffres fin 2017 de l'INSEE. Donc, voyons ce qui se passe en ce début d'année 2018. Pour faire des commentaires, au gouvernement, c'est pareil. Ils ont fait très, très peu de commentaires. Il y a aussi pas mal de réformes en cours. Il faut voir ce que ça va donner d'ici le mois de juin. Justement, on va en parler des réformes. Juste un mot, le commerce extérieur français, traditionnellement, il nous retire des points, des demi-points de croissance. On aurait fait 2,3% de croissance et non pas 2 s'il y avait une contribution nulle du commerce extérieur français. Il nous a retiré, ce commerce extérieur, 0,3 points en 2017, mais c'était beaucoup plus en 2016, 0,8 points. Ça s'améliore quand même. L'outil commercial, industriel français est plus compétitif parce qu'il y a quand même des choses qui ont été faites.
Il y a des choses qui ont été faites, évidemment, et notamment par François Hollande, il faut bien le reconnaître, le CICE, le pacte de responsabilité qui a permis de faire baisser, baisser les charges pour les entreprises, c'est très important. Il faudrait le continuer d'ailleurs. Je pense que si on veut redonner du souffle à notre industrie, c'est un sujet fondamental. Ça veut dire produire en France, produire des produits manufacturés en France. C'est aussi la question des taxes sur la production qui pèsent sur nos entreprises. On a déjà eu l'occasion d'en parler. Mais en dehors des charges, il y a un travail à faire sur ces taxes. C'est quoi ces taxes à la production? Et on va être sincère, rien n'est prévu pour les supprimer. Ah non, mais rien du tout. On parle de quoi des taxes à la production? On parle de la CVAE, de l'IFER, de la CET. C'est toutes les taxes qui ont remplacé un peu la taxe professionnelle, mais c'est aussi les taxes transport. Alors, les chiffrages divergent souvent, mais on est autour de 47 milliards de fiscalité locale pesant sur les entreprises, rien que donc en local, en taxes sur la production. Et on est à beaucoup plus, autour de 70 milliards, si on compte la totalité des taxes sur la production. Ça veut dire quoi, une taxe sur la production? Ça veut dire que dès que j'ouvre mon entreprise, avant même de réaliser 1 euro de bénéfice, je suis taxé. Voilà, je paye une taxe pour les transports, une taxe sur mon emprise foncière, etc. Ça plombe vraiment aujourd'hui les entreprises, ça c'est un vrai sujet dont on parle peu finalement. Nous, on avait fait une comparaison sur 2 ETI, deux ETI dans le même secteur entre la France et l'Allemagne, et entre ces 2 ETI qui avaient le même chiffre d'affaires, l'une, la française, payait un peu moins d'1 million d'euros de taxes sur la production, tandis que l'allemande était à 50 000 euros. Vous voyez, l'écart est gigantesque. On court avec un boulet au pied. Ce qui est dingue, c'est que rien n'est prévu encore une fois par le gouvernement pour supprimer ces... réduire l'impôt sur les sociétés, c'est très bien. Oui, mais ça ne suffira pas. Et la difficulté, c'est que pendant qu'on fait une baisse de la taxe d'habitation, finalement, qui coûte autour de 10 milliards d'euros à terme, on ne fait pas ces baisses de taxes sur la production. Et le risque, on en revient à la question du commerce extérieur, c'est qu'en baissant la taxe d'habitation de 10 milliards, on redonne du pouvoir d'achat, certes, mais pour acheter quoi? Mais pour acheter quoi? Pour acheter ça, on l'a évalué de manière économétrique dans notre modèle, dans le cadre du macronomètre. Et ben, on se rend compte qu'une grosse partie de ce Combien? Bon, alors après... Parce que Patrick Artus dit, mais bon, il dit que sur 1 euro de plus de demande intérieure, c'est 80 centimes d'importation en plus. Certains disent qu'il y va un peu fort. Bon, après, tous les chiffrages ne sont pas toujours alignés, mais quand on baisse de 10 milliards sur la taxe d'habitation, eh bien, on creuse encore le déficit du commerce extérieur. C'est mécanique. Donc, le problème, c'est que avant de redonner du pouvoir d'achat, c'est peut-être difficile de le dire comme ça, mais c'est la réalité. Avant de redonner du pouvoir d'achat, il faut redonner de la compétitivité aux entreprises françaises. C'est ça le sujet. Certains vous diront qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites, encore une fois, le pacte de responsabilité, le CICE, oui, pour des résultats qui sont légers. Parce qu'en réalité, on ne fait, avec le CICE et le pacte de responsabilité, que corriger des augmentations de pression fiscale qui avaient été hyper conséquentes, notamment en début de mandat de François Hollande, mais même en fin de mandat de Nicolas Sarkozy. Oui. Donc, on est dans la correction et on n'est pas dans la conquête. Ce commerce extérieur dont on parle, c'est plus de 60 milliards de déficit extérieur de la France. Il y a un moment où il va falloir résoudre ce souci. Et ce souci, il vient du tissu entrepreneurial français. Il n'y a qu'à faire le tour de France, de nos régions, de nos départements, de nos petites villes, pour se rendre compte que ce tissu entrepreneurial s'est énormément étiolé ces dernières années. On a détruit beaucoup d'emplois dans l'industrie, on le sait tous. Maintenant, c'est à la conquête de ce renouveau entrepreneurial qu'il faut partir. Et ça passe par la question de la fiscalité. Si on l'oublie, si on considère que le CICE et le pacte de responsabilité ont tout résolu, je pense qu'on passe à côté du problème. Alors, est-ce que le gouvernement passe à côté du problème de cette réforme de la SNCF? Deuxième sujet, Agnès Verdier-Molinier. Les cheminots, on l'a compris, qui sont remontés contre cette réforme voulue du gouvernement, notamment sur le statut des cheminots. Ça a été annoncé avant-hier par le Premier ministre Édouard Philippe. Est-ce que, selon vous, le président Macron risque de connaître, pour le coup, son premier conflit social dur, alors que sa popularité, vous l'avez vu, est revenue quasiment, on est revenu quasiment 1 an en arrière? Pour l'instant, la réforme, elle est assez bien accueillie par l'opinion qui la soutient. Est-ce qu'il risque d'avoir, encore une fois, de connaître son premier conflit dur? Et est-ce qu'il a raison de jouer l'opinion contre les corps intermédiaires? Ça avait marché sur la réforme du Code du travail. Alors, quand vous me posez cette question, vous pensez à 1995. Vous pensez aux grèves qui ont duré 3 semaines, qui ont été des grèves hyper dures, etc. Mais le monde a changé.
entre-temps, on est dans la préparation de l'ouverture à la concurrence du transport voyageur, que ce soit le transport régional qui va arriver en 2019, fin 2019, mais bon, ça arrive très très vite, décembre 2019. Et puis le transport grand ligne, les lignes commerciales, comme on les appelle, donc TGV, en 2021. Donc ça, c'est demain. Et les syndicats le savent très bien. Donc ils ne peuvent pas refuser toute idée de réforme. D'ailleurs, on les entend ces derniers jours. Ils nous disent oui, on va manifester le 22 mars, avec d'ailleurs la fonction publique, donc en faisant finalement un front commun, mais ceux qui disaient qu'à partir du 15 mars, il y aurait déjà du débrayage de la grève, etc., c'est pas très clair encore. Donc pourquoi ? Tout simplement parce que même les syndicats de la maison SNCF ne peuvent pas occulter cette ouverture à la concurrence. Et finalement, tout bloquer, ce serait aussi détruire l'avenir du ferroviaire français. D'ailleurs, la maison SNCF s'est préparée à tout ça. Puisqu'il y a quelques années, il y a 10 ans, il y avait 170 ou ce nombre-là de filières de la SNCF. Et maintenant, on est à plus d'1 millier. Et puis, il y avait 10 à 12% du chiffre qui se faisait à l'étranger sur le chiffre d'affaires de la SNCF. Maintenant, on est à un tiers. Et les prévisions, c'est que 50% à l'horizon 2022 du chiffre d'affaires se ferait, ça c'est les objectifs de la direction de la SNCF, mais c'est écrit noir sur blanc, se ferait sur la France, 25% sur l'Europe, 25% sur le reste du monde. La SNCF est présente dans 123 pays aujourd'hui grâce à ses filiales. Donc, on est dans un schéma qui est complètement différent de 95. Mais en quoi c'est urgent, encore une fois, de réformer la SNCF ? Quel est le caractère d'urgence alors qu'on vient de voir des résultats qui sont plutôt satisfaisants, bénéficiaires ? 700, j'ai le chiffre, 680 millions d'euros de bénéfices. En quoi c'est urgent maintenant de réformer ? Alors justement, ces chiffres, c'est assez incroyable en termes de calendrier. On a d'un côté le gouvernement qui nous dit c'est extrêmement urgent. Il y a une dette de 47 milliards. On est à presque... qui augmente de 3 milliards d'euros tous les ans. Oui, et on sait que dans les prochaines années, on va atteindre très largement les 50 milliards. On a un déficit, notamment des SNCF Réseau, qui est autour de 2,6 milliards. Le rapport Spinetta le rappelle, 2,6 par an. Et on a une subvention qui est versée par l'État d'environ 3 milliards. 10 milliards plus 3 10 milliards. Plus 3, en tout c'est 13. Attention, on est presque à 14 d'ailleurs. Au total, on est presque à 14. Si on dit que la SNCF est bénéficiaire, ça veut dire qu'on n'a plus besoin de ces subventions. Ça veut dire que finalement, les clients qui payent leurs billets suffiraient à équilibrer les comptes. Ce n'est pas le cas du tout. Donc la vraie raison de la réforme de la SNCF, encore une fois, c'est le caractère déficitaire. En même temps, c'est un service public, mais c'est voilà. C'est le caractère déficitaire, c'est la dette, c'est le fait que tous les ans, les Français payent 3 milliards d'euros pour financer la retraite des cheminots. C'est le fait que le rapport Spinetta le rappelle, mais nous, on l'a chiffré depuis des années à la Fondation IFRAP, la SNCF est 30% plus chère que ses concurrents pour le même service, mais on retombe tous sur les mêmes chiffres, quelle que soit la méthode de calcul. Donc 30% plus cher dans le cadre d'une ouverture à la concurrence, c'est pas tenable. Donc là, il y a un défi. Le vrai sujet est là parce qu'on se pose la question de se dire en quoi la fin du statut des cheminots, en quoi ça va rendre les trains plus ponctuels. Alors, mais c'est en fait, en réalité, de manière un peu différente qu'il faut regarder les choses. Nos cheminots travaillent moins que leurs homologues dans d'autres pays. Nous, ils sont autour de 1568 heures par an, au lieu des 1607 heures. Donc, ils ne sont pas aux 35 heures. Le cheminot allemand, il va faire beaucoup plus d'heures. Et on a une retraite qui est beaucoup moins chère. Donc, à la fin, vous avez, pour le même temps travaillé, une dépense bien plus importante en France qu'en Allemagne, par exemple. Et puis, vous avez des départs en retraite qui sont assez tôt. Vous avez des départs en retraite... 57 ans et demi en France. Oui, alors, et puis il y a les roulants et les non-roulants. Alors, on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais ceux qui sont vraiment conducteurs peuvent partir encore avant. Donc, on est dans une situation... Donc, ce sont des privilégiés à vous écouter. Non, la question, c'est est-ce qu'à un moment, quand on ouvre la concurrence, finalement, on ne risque pas de se retrouver avec toutes les régions qui vont choisir des concurrents de la SNCF, tout simplement. Parce qu'on est dans une situation des finances publiques qui est tendue. Si on était dans la situation où il n'y a pas de problème de déficit de la France, il n'y a pas de problème... On n'est pas là. Non, on n'est pas là. Toutes les régions sont en train, et c'est bien normal pour le citoyen et contribuable que nous sommes tout un chacun, sont en train d'essayer de gérer au mieux les services publics qu'ils offrent à
ce qu'on appelle les usagers, mais en fait les clients du service public régional, notamment sur la question des TER. On a vu certaines régions ces derniers temps être extrêmement remontées contre la SNCF qui n'arrivait pas à tenir la ponctualité, avec un coût qui était non négligeable pour les régions, avec des trains annulés qui étaient quand même payés par les régions, avec aussi le paradoxe que la SNCF, comme elle est aussi dans Wicar, qui est une de ses filiales, inciter ses clients à aller prendre le car pendant que c'était la région qui compensait la perte de clientèle. Donc, ça devient un peu buesque. À un moment, c'est toutes les questions qui sont posées sur les lignes régionales, les lignes d'équilibre des territoires par le rapport Spinetta. Donc, pardon, je reviens au sujet. C'est essentiel parce que c'est vraiment la pomme de discorde avec les syndicats, cette disparition progressive du statut des cheminots. C'est juste pour les nouvelles recrues, les nouvelles embauches. C'est vraiment... c'est l'alpha et l'oméga vraiment de la réforme de la SNCF, parce qu'on ne parle que de ça aujourd'hui. Il y a deux choses. Il y a le changement finalement de statut de l'entreprise elle-même, passer d'un EPIC à potentiellement une SA, donc une société qui aurait vraisemblablement que l'État au capital dans un premier temps, mais à terme, je pense qu'il serait clairement intéressant d'ouvrir, oui, mais pas de privatisation, mais en réalité, c'est ce qu'à un moment, il faudra aussi diversifier l'actionnariat de la SNCF. Pourquoi? D'abord parce que ça va devenir une entreprise de plus en plus internationale, parce que souvent l'État... Donc le gouvernement ne dit pas la vérité? Je ne dis pas qu'il ne dit pas la vérité, et je pense que clairement, son projet pour l'instant, ce n'est pas la privatisation, mais qu'à terme, de toute façon, il faudra ouvrir le capital. Pourquoi? Parce que quand vous ouvrez le capital à des actionnaires qui ne sont pas l'État, vous êtes aussi dans une logique de réformer tout au long, en permanence, si vous voulez, l'entreprise. Tandis que ce qu'on voit, c'est qu'en France, quand on a l'État au capital, on ne fonctionne que par à-coup. Donc on est obligé de réformer tout d'un coup tout ce qui n'a pas été fait depuis 30 ou 40 ans. Et c'est là que ça devient beaucoup plus compliqué. Et l'actionnaire État, on l'avait vu avec François Hollande au moment de la négociation sur la loi El Khomri, alors que Guillaume Pepy voulait réformer le temps de travail des cheminots, leur organisation, etc., etc. On ne va pas rentrer dans les détails. Avec la loi El Khomri, c'est étendu. Il y a eu des grèves et c'est le gouvernement qui a demandé à la direction de la SNCF de reculer sur leur réforme, alors que c'était une réforme qui préparait aussi l'ouverture à la concurrence. Donc le fait d'ouvrir avec un statut qui permette à un moment d'ouvrir l'actionnariat, je crois que c'est très bien. Le fait d'avoir un statut de l'entreprise qui en réalité empêche l'endettement permanent, le surendettement, c'est très bien aussi, parce que l'actif de la SNCF aujourd'hui, dans le dernier rapport de l'Agence des participations de l'État, c'est évalué autour de 53 milliards d'euros en net. Donc c'est à peu près l'équivalent de la dette. Donc vous voyez, c'est pas formidable. Et puis, le sujet du statut avec la proposition d'Édouard Philippe qui est de dire dans quelques années, on ne sait pas en quelle année d'ailleurs, on n'embauchera plus que sous contrat de droit privé, sous l'égide du Code du travail. Et donc ce sont d'ailleurs, soit en passant, ce sont les jeunes conducteurs qui vont devoir faire l'effort, puisque ça ne touche pas du tout les cheminots actuels. Alors là, il y a un sujet. Je pense qu'il faudrait aussi permettre à tous ceux qui le souhaitent de basculer sur le contrat. C'est d'ailleurs ce qui est un peu expliqué aussi par le Premier ministre quand il parle de sac à dos social. Il parle de quoi finalement? Du fait que certaines régions, quand elles vont choisir un concurrent de la SNCF, sur les lignes qui sont aujourd'hui gérées par la SNCF, il faudra aussi potentiellement transférer du personnel. Et qu'à ce moment-là, ce personnel, il va passer d'une entreprise à l'autre potentiellement. C'est un véritable sujet. Donc là, il y a toute la question de transfert de personnel, de modification du statut. Cette modification du statut, elle peut très bien aussi être choisie par des gens qui sont actuellement dans l'entreprise sous statut cheminot, des personnels qui ont envie potentiellement d'évoluer plus vite dans leur carrière, etc., et qui pourraient très bien être intéressés pour passer sous contrat. Donc, il ne faut pas se résumer les choses simplement à l'embauche des nouveaux entrants. Parce qu'on a 130 000 agents de la SNCF aujourd'hui qui sont sous statut, et donc ça va mettre encore 40 ans pour complètement... voilà. L'autre question, c'est la question des retraites, qu'on a un petit peu évoquée avec cette subvention que verse l'État de 3 milliards d'euros par an qui n'est pas mis sur la table aujourd'hui. Ce sera un sujet l'année prochaine lors de la réforme globale de la retraite. C'est pas mis sur la table, mais il faudrait que ce soit mis sur la table. Parce que c'est là où le gouvernement est malin, parce qu'il a déminé un petit peu. On ne touche pas le régime des retraites. Les régimes spéciaux de retraite des cheminots n'est pas concerné. Les petites lignes, on n'y touche pas. On balance la patate chaude aux régions. C'est ça finalement ce qui se passe?
Pas tout à fait, parce que les lignes d'équilibre des territoires, ce sont des lignes qui sont gérées au niveau national. Hein, donc là, c'est les TER qui sont gérés au niveau des régions. Donc les lignes d'équilibre des territoires, c'est toute la question du nombre de personnes qu'il y a pour emprunter la ligne. Parfois, on se retrouve avec finalement un coût qui est tel par utilisateur de la ligne d'équilibre des territoires que ce serait peut-être moins cher de payer un taxi à tous ceux qui empruntent la ligne. Donc, il faut aussi se poser la question. Et là, il y avait eu un très bon rapport précédemment qui était sorti, le rapport Duron sur ce sujet, et qui montrait ligne par ligne, en fait, le fait qu'il y avait énormément de lignes qui étaient très, très, très peu empruntées aussi par des clients. Alors, est-ce que c'est une question de ponctualité? Les usagers. Est-ce que c'est une question de ponctualité? Est-ce que c'est une question du fait que ça a été pointé par le rapport qu'il n'y a pas de Wi-Fi souvent dans ces trains, etc., etc. Donc, en fait, et c'est d'ailleurs ce que dit Édouard Philippe, il dit qu'il y a eu très, très peu d'investissements sur ces lignes-là. Parce qu'on a privilégié les lignes on a privilégié la grande vitesse. Et là, ce que disent les cheminots n'est pas totalement infondé. C'est dire le statut des cheminots n'est pas le seul responsable c'est bien de l'entendre. Non, mais n'est pas le seul responsable dans la dette. Il y a une partie de responsabilité dans ce statut, dans le statut de l'entreprise, etc. Mais il y a aussi de la responsabilité politique avec ce choix permanent d'ouvrir des lignes à grande vitesse, d'en ouvrir, etc. Ce qui demande des milliards d'investissements tous les ans. Et c'est très bien que le gouvernement disent maintenant c'est fini, on va se concentrer sur les Transiliens parce qu'il ne faut pas oublier que ceux qui utilisent le plus la SNCF chaque jour, eh bien, ce sont ceux qui viennent de la banlieue vers Paris pour travailler. Et là, c'est vrai qu'il y a énormément de retard. Justement, tous ces retards de train, la dette abyssale, on l'a évoqué. Sur le constat, tout on est d'accord, la vétusté encore une fois, des infrastructures et du réseau. Mais encore une fois, qu'est-ce qu'il y a dans les annonces du gouvernement qui permet de régler tous ces problèmes-là? Parce qu'on se focalise sur le statut des cheminots pour les nouvelles recrues, mais on se dit que finalement, c'est pas le fond, c'est une partie du problème. Tout le sujet va être de savoir comment on traite le problème de ceux qui sont déjà dans le statut, les fameux 130 000 agents de la SNCF, statutaires cheminots. Pas concernés. Oui, mais on peut très bien imaginer, par exemple, de garder le statut, mais d'augmenter le temps de travail. C'est pas impossible. Ça, c'est ce que voulait faire aussi Guillaume Pépi il y a quelque temps. On peut très bien imaginer de se remettre à des standards européens. C'est là le 30% plus cher qu'il réside, surtout dans le temps de travail. C'est en grande partie, temps de travail et retraite. Donc là, on peut imaginer une augmentation. On n'est pas aux 35 heures. Donc on peut réaugmenter au moins à 1607 heures, voire à plus. Toute la question, c'est est-ce que les cheminots eux-mêmes ont envie de sauver leur entreprise ou finalement sont dans une logique de garder le statut pour ceux qui restent encore sous statut et après moi le déluge. Donc c'est toute la question entre finalement l'intérêt général, l'intérêt de l'entreprise et de l'autre côté qui sont aussi un peu instrumentalisés par les syndicats. Pour finir, Agnès Verdier-Molinier, on voit donc le président Macron s'attaque à cette réforme taboue de la SNCF. Tous ses prédécesseurs ont voulu plus ou moins l'effleurer et s'y sont cassés les dents. Est-ce qu'il a raison de multiplier comme ça les réformes explosives? Parce qu'on voit la réforme aussi voulue de la fonction publique, avec ce plan de départ volontaire qui a été annoncé, avec le recours au contractuel qui sera accentué, maintenant la réforme de la SNCF, tout cet explosif quand même, non? Mais c'est très bien, c'est exactement ce qu'il faut faire. Je pense qu'il faudrait même aller encore plus vite parce que la difficulté, c'est la baisse de la dépense publique pour pouvoir baisser en face le poids de la fiscalité. On en a parlé pour nos entreprises. Et tant qu'on ne réforme pas les statuts, qu'on ne réorganise pas les missions publiques, qu'on ne se pose pas la question de que doit faire l'État, que doivent faire les collectivités locales, comment on réorganise la sécurité sociale, qui a aussi là des coûts de gestion qui sont gigantesques. On n'a pas les moyens. Et on n'a pas les moyens d'alléger véritablement la pression fiscale. Et ces taxes à la production, sur la production, 50, 70 milliards, c'est ça? De l'ordre de 70 milliards d'euros par an qui pèsent sur nos entreprises. Donc le sujet, c'est de multiplier les réformes et même d'aller encore plus vite parce qu'un quinquennat, ça passe très très vite. On a l'impression que finalement tous les dossiers sont ouverts, mais il y a très peu de dossiers sur lesquels on a vraiment tranché. Bon, il y a eu les ordonnances travail, il y a eu toute la moralisation de la vie publique cet été, et puis bien sûr la loi de finances 2018. Oui. Mais ensuite, finalement, on n'est pas si au clair que ça de ce qui va se passer sur la réforme de l'État, de ce qui va se passer sur justement la réforme des retraites, qui a été repoussée d'1 an. Ouais. Donc, moi, j'aurais tendance à dire, continuez, allez-y, courage, parce que c'est maintenant ou jamais. Le plus dur reste devant. C'est maintenant ou jamais. Maintenant qu'on a, pour l'instant, un peu de croissance,
et qu'on a aussi l'opinion publique qui est plutôt favorable. Vous voyez, sur la question des cheminots, 69% des Français soutiennent. Pour l'instant. Après quelques jours de grève, on verra si ce chiffre évolue. Mais parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'informations, il y a beaucoup plus de compréhension, je pense, du fonctionnement de nos services publics pour les Français. Et il y a eu aussi un ras-le-bol fiscal qui est passé par là, avec la compréhension que chaque fois que ça coûte plus cher dans un service public, eh bien, il y a quelqu'un qui doit payer. Merci pour ces commentaires. Agnès Verdier-Molinier, la directrice de l'IFRAP, était donc votre invitée, l'invitée de la grande interview en direct aujourd'hui sur Boursorama. Merci Agnès. Merci David.